Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en ce moment pour cette édition. Les Comores, à l'instar des autres pays arabes, ont célébré la journée de la police arabe. Clôture ce jeudi d'une formation sur le renforcement des capacités des agents de la sécurité civile en matière de premiers secours. Tels sont les principaux titres de ce journal. Le coordinateur des retraités Anjib Ali Saïd a affirmé lors d'une interview accordée à l'ORTC ce jeudi que le gouvernement s'est engagé à régler le problème d'arriérés de salaire de 2 mois avant le nouvel an. Il a par ailleurs ajouté que la pension doit être élevée à 60 000 francs au moins au lieu de 13 000 francs. Quant aux retraités femmes, le coordinateur se bat pour qu'elles bénéficient des mêmes droits que l'homme. Le coordinateur des retraités nous en parle. Tout le monde sait maintenant le combat que nous menons pour que les arriérés puissent être réglés dans le meilleur délai, que nous finissions, que nous terminions l'année 2022 sans arriérés et que nous nous engageons vers une nouvelle voie à partir de janvier 2023. Quel est notre souhait? Et nous pensons que nous pouvons y parvenir si la volonté qui anime le gouvernement sur ce point est manifeste. Qu'il ne soit pas sur des promesses ou des engagements qui ne se sont pas, encore une fois, que des vœux pieux. Ils doivent se joindre à nous pour nous battre ensemble pour que la réforme du système de la retraite puisse être garantie, améliorée et pérenne. C'est le message que je dois lancer. Et non, un deuxième message aux autorités pour qu'ils écoutent le cri de détresse des retraités de leur aînés. La présidente de la Commission des droits de l'homme et des libertés, Sitou Rahada, appelle les autorités compétentes à accorder à la femme comorienne retraitée les mêmes droits que les hommes. Écoutons ses explications. Moi, je dirais ceci parce que c'est pas parce que je suis à la CNDHL que je défends les femmes. J'ai commencé ceci depuis après l'indépendance, que je commençais à revendiquer le droit aux femmes d'avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités, les mêmes faveurs, les mêmes droits que les hommes. Donc c'est pas aujourd'hui que je commence ce combat. C'est mon combat de toujours. Aujourd'hui, la femme est recrutée au même titre que l'homme. Elle travaille au même titre que l'homme. Elle a un salaire comme l'homme. Dieu merci, ici il n'y a pas de distinction entre le salaire d'une femme et le salaire d'un homme. À diplôme égal, salaire égal. Donc le problème se pose où maintenant? C'est justement cette retraite. Quand on décède, ça c'est commun à tous les hommes. Quand on décède, si tu es un homme, tes enfants perçoivent quelque chose par rapport à la retraite. Alors que quand tu es une femme, tu disparais et ta cotisation disparaît avec toi. On ne sait pas ce qu'on en fait, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il devient. Donc moi je dirais que ça, c'est une violation des droits de la femme. L'ancien représentant de l'OMS aux Comores, professeur Yao Kassa Kognon, de nationalité togolaise, a rendu l'âme il y a quelques jours de cela. Face à cette triste nouvelle, le représentant actuel de l'OMS, Dr Diara Abdillah, a reçu la ministre de la Santé et autres autorités sanitaires au siège de l'OMS pour un dernier hommage à ce grand homme qui a beaucoup œuvré dans le secteur de la santé pour le compte du continent africain en général et pour les Comores en particulier.
Le décès de l'ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé aux Comores, le professeur Yaoka Sankonyo, a ému les autorités sanitaires. Pendant son séjour de 6 ans aux Comores, il a eu à renforcer et consolider les appuis de l'OMS aux Comores dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de coopération pays pour harmoniser avec le cycle de programmation du gouvernement comorien. La ministre de la Santé a ouvert le livre des condoléances mis à la disposition par l'OMS pour ceux qui souhaitent apporter des témoignages aux défunts. Les condoléances au personnel de l'OMS. Parce que les condoléances ne sont pas toujours faciles, même s'il était malade pendant une année, mais c'est triste, quoi. C'est quelqu'un qu'on a connu. J'ai travaillé au niveau régional avec lui, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son travail, qui collaborait beaucoup et qui était à l'écoute des gens, du personnel, à commencer de la base jusqu'au sommet. Là, que ce grand homme repose en paix. Face à cette triste nouvelle, l'actuel représentant de l'Organisation mondiale de la santé aux Comores, le Dr Diarra Abdoulaye, a tenu à lui rendre hommage en montrant que le professeur Yaoka Sankonyo, cher devancier, vous restez une inspiration pour plusieurs d'entre nous engagés pour une meilleure santé des populations. Yaoka Sankonyo a beaucoup travaillé avec les autorités comoriennes pour l'accompagnement dans la mise en œuvre de la politique de santé essentiellement, mais particulièrement il a beaucoup appuyé aussi la lutte contre le paludisme. C'est un paludologue qui a aussi travaillé dans le programme de lutte contre le palud au bureau régional de l'OMS. Pour rappel, à l'occasion de son départ des Comores, le professeur Yaoka Sankonyo a été élevé le 21 décembre 2013 au grade de chevalier de l'ordre du Croissant Vert des Comores par le président de l'Union des Comores, Dr Ikililou Douanine, pour l'action qu'il a eu à mener en faveur de la santé des Comoriens durant sa mission dans le pays. Vous venez de suivre le commentaire de Mariama Alirilwa. Suite à une rumeur qui fait état d'une suspension des cours à l'Institut universitaire de technologie UT, l'administration de l'Université des Comores a publié un démenti. Selon ce communiqué, cette information émane par le conseil et les responsables de l'université demandent aux étudiants de continuer à reprendre leurs cours respectives. Autre volet de cette édition clôture ce jeudi des ateliers de formation sur le renforcement des capacités des agents du Croissant Rouge comorien et ceux de la gendarmerie, police nationale et sécurité civile en matière de premiers gestes de secours en cas de catastrophe naturelle. Cette formation qui a débuté du 19 au 22 décembre 2022 est un projet appuyé par la Croix-Rouge et Croissant Rouge de l'Arabie Saoudite en collaboration avec le Croissant Rouge comorien. Reportage de Chafor Marouf et Salim Zarkachi. Durant 3 jours, le formateur s'est penché sur les gestes de premier secours. 20 agents issus du Croissant Rouge, du COSEP, de la gendarmerie et de la police nationale ont participé à cette formation au cours de laquelle ils ont bénéficié des nouvelles techniques de secourisme. C'est un moyen d'empêcher l'aggravation dès l'état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant son transfert à l'hôpital. La formation a consisté à former des formateurs sur les premiers secours. Vous savez que le secourisme est important pour tout le monde parce que les accidents, on ne peut pas les prévenir. Il était important de mettre ensemble ces gens pour qu'ils puissent suivre le bénéfice de cette formation. Ceux qui ont pris part à cette formation se sont déclarés satisfaits des notions requises et espèrent pouvoir les vulgariser à d'autres personnes pour le bien de la population. J'ai bénéficié de beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Comme on nous l'a appris en secours, chaque année tout change.
Et le secours francophone et le secours anglophone n'est pas pareil. Chez nous, on a un module, on appelle PLS, comment mettre une personne qui a perdu connaissance en PLS. Leur manière de procéder en mettant une victime en PLS, c'était pas la même que la nôtre. Du coup, ils nous ont appris comment eux, ils procédaient. J'espère en avoir appris assez et être capable de le transmettre à ceux qui n'y étaient pas. La formation sur les premiers gestes de secours s'est clôturée avec la remise des attestations de mérite. Nous en avons parlé dans nos titres. Célébration ce jeudi à Moroni de la journée de la police arabe. À l'instar des autres pays arabes aux Comores, cette journée a été consacrée à rendre hommage aux policiers qui ont fait un travail exceptionnel, mais aussi adresser une prière à celles et ceux qui ne sont plus de ce monde. Reportage de Youssouf Ahmed et Ahmed Nassor, le commentaire de Hazar Mbaye. La journée a débuté par le hissage du drapeau et la déclamation de l'hymne national. Les discours prononcés pour cette occasion se sont articulés autour des actions menées par la police durant toute l'année. Il reste beaucoup à faire selon les responsables de la police, notamment la lutte contre la drogue, la criminalité transnationale et la prolifération des armes dans les pays arabes. La reconnaissance du rôle patriotique de la police arabe est parmi les objectifs de cette journée. La détermination à coopérer avec les pays arabes, notre engagement, parce que nous sommes membres des pays, de l'organisation des pays arabes, nous sommes membres de l'organisation des polices des pays arabes, nous sommes membres du Conseil des ministres de l'Intérieur des pays arabes. Notre engagement à œuvrer ensemble pour lutter contre la criminalité transnationale et coopérer pour pouvoir améliorer. Vous savez, notre pays est membre de toutes les organisations internationales de police. Donc nous avons des engagements à tenir, nous avons à respecter et puis nous œuvrons ensemble, nous coopérons. Donc à l'instar de tous les pays arabes, nous avons célébré cette journée en toute humilité. C'est une journée, une fête interne. La célébration de cette journée de la police arabe se coïncide aux préparatifs du jubilé d'or de la conférence de dirigeants arabes de la police et de la sécurité. Clôture ce jeudi à Moroni d'une formation de 10 jours portant sur le thème « Entreprise durable et résilience ». Elle a été organisée par l'Organisation internationale du travail OIT. Cette séance de travail a vu la participation de représentants des petites et moyennes entreprises. Suivons Eladine Ahmed. Pourquoi cette formation aujourd'hui ? Le constat est parti de la pandémie Covid. On s'est rendu compte au niveau mondial que après, tout au moins pendant la Covid, beaucoup d'entreprises ont disparu. Les gens ont été contraints de fermer parce qu'il y avait eu les confinements, il y a eu des situations d'urgence. Maintenant, les leçons à tirer, c'était de voir comment est-ce qu'on peut mieux préparer les entreprises à pouvoir faire face à toute situation d'urgence. Les bénéficiaires n'étaient pas ciblés. Le programme s'adresse à tout PME, à toute structure d'entreprise. Donc pour illustrer, on a eu des coopératives agricoles, beaucoup de coopératives agricoles, beaucoup de coopératives de pêcheurs, des sociétés de services. On a eu la participation de Commerce Assistance, de précisionnaires, d'entreprises de particuliers. Et donc, on n'avait pas ciblé, on avait juste voulu offrir cette formation à toute entreprise locale qui souhaitait en bénéficier. Et donc, ceux qui ont postulé ont été sélectionnés pour pouvoir suivre la formation. Eladine Ahmed s'est réjoui de sa participation et se dit fin prêt à apporter un de plus au développement des activités entreprises par sa coopérative. On a pu apprendre les méthodes d'élaborer une stratégie qui va nous aider à se relever après une crise. Mais avant de se relever, il faut
pouvoir continuer nos activités jusqu'à ce que la crise puisse être maîtrisée et puis qu'on puisse se relever par la suite. Du coup, on a appris à élaborer une stratégie qui sera présentée dans l'écosystème, l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire les bénéficiaires, les clients, les fournisseurs, ainsi de suite, pour qu'on puisse travailler avec eux, qu'on va leur présenter notre stratégie, pour qu'on puisse travailler avec eux jusqu'à ce que la crise passe. Je me vois capable de former mes membres sur ce genre de cas et pouvoir être responsable d'un cas pareil pour que demain, quand un cas pareil s'impose, on arrive à se relever. Voilà. Le manque de suivi vient souvent parce que les gens qui sont formés, ils sont formés mais ils ne trouvent pas les moyens pour pouvoir continuer à ce qu'ils ont appris comme formation. Et là maintenant, ce que je constate, c'est que si, comme nous sommes là grâce à l'OIT, si l'OIT continue ce dont il est en train de faire aujourd'hui, à aider les PME, les petites et moyennes entreprises, nous pensons que d'ici peu de temps, ce bug, que moi je vais appeler un bug devant l'entrepreneuriat, va pouvoir s'arranger, disparaître. Page culture. À présent, le duo Nefim Zouri et Elhad Bakari, comédienne et chanteur, organise ce vendredi un événement culturel nommé Musique Humour. En partenariat avec des artistes du pays, ce duo de la diaspora veut transmettre ce genre de spectacle pour divertir et faire connaître leurs talents. Elhad Bakari, organisateur de l'événement, nous en parle. On est venu pour faire la musique humour aux Comores, parce que la comédie, aux Comores, elle n'est pas considérée comme un travail à part entière. Mais malheureusement, et pourtant dans les autres pays, les comédiens, la comédie, c'est un travail à part entière qui nourrit des familles, qui fait en sorte qu'on s'enrichit, et qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'aurait pas pu faire uniquement la comédie parce que ça aurait peut-être pu faire peur aux gens, se dire ouais, qu'est-ce que je vais aller faire dans un truc de comédie, voir des gens me faire rire alors que c'est pas intéressant. Mais en mettant la musique dans l'humour, ça pourrait peut-être réveiller les consciences et attirer du monde, et en même temps émanciper la femme comorienne, dire que la femme comorienne aussi, elle n'est pas incapable. C'est pas uniquement dans la cuisine, uniquement dans les trucs, mais elle peut aussi faire des grandes choses et ouvrir les yeux comme dans les autres pays. Parce que pour moi, les Comores sont développés, mais malheureusement, notre culture fait en sorte qu'aujourd'hui, on est renfermé dans une boîte et qu'on a du mal à s'exprimer. C'est pour ça qu'on est venu avec Nefim Zouri pour faire en sorte d'ouvrir un peu les vannes et faire en sorte que la comédie puisse se rehausser et faire en sorte que les gens puissent vivre avec. Un international en Côte d'Ivoire, 2 grands projets d'infrastructures seront lancés très prochainement à Abidjan. 22 bronzes pillés à l'époque coloniale ont été restitués ce mardi par l'Allemagne. Le président Volodymyr Zelensky a été reçu ce mercredi par son homologue américain Joe Biden. Le chef de l'État américain a renouvelé au président ukrainien le soutien américain dans la guerre contre la Russie. Abidjan et ses embouteillages. La mégalopole de 6 millions d'habitants a besoin d'améliorer ses transports. Les autorités ivoiriennes construisent des ponts, développent les bateaux-taxis sur la lagune et vont enfin mettre la première pierre au métro ivoirien. Pour le Premier ministre, il s'agit d'un projet global de réaménagement urbain. On est non seulement en train de construire un métro, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est dans des emprises qui sont larges, de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. Les gens vont quitter Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. L'entreprise française Boeing s'occupe de la construction du métro d'Abidjan. Selon l'entreprise, la ligne du métro permettra le déplacement de 540 000 personnes par jour en couvrant 20 stations de la commune d'Anyama à Port-Boué. Pour cet urbaniste, un tramway aurait été moins cher et plus facile à construire. Nous avons estimé que le moyen le plus efficace
pour Abidjan aujourd'hui, c'était de créer des lignes de tramway, c'est-à-dire des lignes de métro léger qui pourraient emprunter de grandes artères qui existent déjà. 130 000 personnes sont touchées par les travaux de réaménagement du métro. Certains ont pu être relogés par l'État. D'autres, par contre, n'ont toujours pas reçu d'indemnisation. C'est le cas de Nébié Bidio, un habitant de la commune de Port-Boué. C'est le devoir de tout un État de protéger les habitants et de protéger leurs biens. Ce n'est pas à lui de lui brimer. Et surtout dans des situations comme celui-là. La Côte d'Ivoire pourra rejoindre le cercle fermé des pays qui ont déjà ce moyen de déplacement sur le continent africain. Les flashs crépitent. Les stars du jour, ces bronzes volés il y a plus d'un siècle, au temps où le souverain Oba, dont voici une représentation, régnait sur le royaume de Bénin, dans l'actuel Nigeria. Selon Abuja, plus de 5000 objets anciens auraient été pillés alors par les Britanniques lorsqu'ils ont colonisé le pays. Certains de ces trésors se sont retrouvés ensuite aux mains d'autres gouvernements étrangers, dont l'Allemagne. Nous sommes ici pour réparer un tort. Des représentants de mon pays se sont battus à une époque pour ces bronzes, tout en sachant qu'ils avaient été volés. Après cela, nous avons ignoré l'appel du Nigeria à les restituer pendant une très longue période. C'était mal de les prendre, mais c'était aussi mal de les garder. C'est une histoire du colonialisme européen. Le 1er juillet, Berlin a signé un accord avec Abuja, s'engageant à lui restituer quelques 1130 objets exposés jusqu'alors dans plusieurs musées. Le gouvernement nigérian espère que l'Allemagne inspire d'autres pays européens. Nous appelons les autres nations, institutions, musées, collectionneurs privés qui détiennent encore des antiquités nigérianes à les restituer. Le British Museum et tous ceux qui détiennent nos objets doivent comprendre qu'il est temps de les restituer. Ils doivent également comprendre que nombre de ces objets culturels ne sont pas de simples pièces d'art pour nous, mais l'essence même de notre être. Ces pièces étaient pour beaucoup utilisées lors de rituels donnés en l'honneur des ancêtres ou des souverains du peuple béninois. Une assemblée comble et un tonnerre d'applaudissements. Le président Volodymyr Zelensky a fait forte impression au Congrès des États-Unis mercredi pour sa première sortie d'Ukraine en 300 jours de guerre. Son but, prouver au monde et surtout aux Russes que les relations avec Washington sont au beau fixe, mais aussi livrer un témoignage direct de la situation sur le front. L'année dernière, 70 000 personnes vivaient à Bakhmout. Aujourd'hui, dans cette ville, il ne reste plus que quelques civils. Chaque centimètre carré de cette ville est trempé de sang. Des canons rugissants retentissent toutes les heures. Les tranchées du Donbass changent de main plusieurs fois par jour dans des combats acharnés et même au corps à corps. Mais le Donbass ukrainien tient bon. En conclusion, le président a offert aux élus un drapeau ukrainien venant de Bakhmout, près de Donetsk, où les combats se concentrent actuellement. De quoi finir de convaincre les élus les plus réticents à une nouvelle aide financière de Washington à Kiev. Le Congrès doit se prononcer d'ici à vendredi sur une rallonge militaire et économique de 45 milliards de dollars. Les États-Unis ont déjà fourni 47 milliards de dollars d'aide depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky s'est entretenu en tête-à-tête avec Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président américain lui a promis l'envoi d'armes supplémentaires pour près de 2 milliards de dollars, dont une batterie de missiles Patriot pour la défense antiaérienne. Les rappels des titres avant de boucler cette édition. Les Comores, à l'instar des autres pays, ont célébré la journée de la police arabe. Clôture ce jeudi d'une formation sur le renforcement des capacités des agents de la sécurité civile en matière de premiers secours.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTC. À partir de demain, vous serez en compagnie de Hassan Suleiman. Sur ce, portez-vous bien.